Et les groupes armés eux-mêmes avaient organisé, ils avaient participé à l'organisation de l'élection présidentielle de 2013 et des élections législatives de 2013. Certains d'entre eux étaient même candidats à ces élections législatives et ont été élus. Ils étaient députés à l'Assemblée nationale. Donc pour vous, ça ne pouvait pas être une provocation. Pour moi, ça ne peut pas être une provocation, un Premier ministre qui se rend sur une partie du territoire national. Mais vous savez que c'était risqué. Et que ce n'était pas opportun. C'était absolument opportun parce que vous savez... Votre prédécesseur avait reporté son voyage 2 fois de suite. Ce n'est pas la première fois que vous entendez cela. Vous savez pourquoi le prédécesseur a reporté son voyage? Non. Parce qu'il était en train d'embarquer et l'aéroport où il devait atterrir était occupé. Donc il n'avait pas le choix. Moi, pour éviter cela, je suis allé en hélicoptère. Donc on ne pouvait pas envahir d'aéroport. Peut-être que lui n'a pas voulu cette solution. Encore une fois, parce que ce n'était pas opportun. Non. On vous reproche... La visite était plus qu'opportune. Vous savez pourquoi la visite, on l'a organisée? Je crois que vous ne le savez pas. Moi, je suis Premier ministre, chef de l'administration. Le chef de l'administration, son rôle principal, c'est de s'assurer que l'administration est présente partout sur le territoire pour servir les Maliens. La visite à Kidal, l'objectif c'était quoi? C'est comme la visite à Sikassou. C'est d'aller discuter d'abord avec le gouverneur, les préfets, les sous-préfets, les directeurs régionaux de l'hydraulique, de l'agriculture et nous assurer qu'ils ont les moyens dont ils ont besoin pour servir les populations de Kidal, qui sont des Maliens comme les populations de Sikassou. En temps normal, c'est facile. Personne ne vous reprocherait cela, monsieur le président. Mais nous étions en temps normal. Même aujourd'hui, nous sommes en temps normal. Non, on n'était pas en temps... Vous ne pouvez pas dire qu'on est en temps normal. Mais bien sûr, vous savez pourquoi on était en temps normal? Non, je vais vous expliquer pourquoi. Je vous explique. Vous allez comprendre. Si on était en temps normal, parce que... Je vous explique. Juste une seconde. Ah non, laissez-moi vous expliquer pourquoi on est en temps normal. Parce que là, vous êtes en train d'épiloguer. Vous êtes en train d'expliquer le temps normal. Vous ne maîtrisez pas cette situation. Laissez-moi vous l'expliquer. Peut-être que vous maîtrisez la situation mieux que moi, mais vous voyez avec des questions faciles. Vous êtes en train de spéculer. Je ne spécule pas. Laissez-moi vous expliquer pourquoi c'était opportun. Je vous explique. Et je vous explique pourquoi c'était en temps normal. Au moment où moi je partais à Kidal, il y avait un gouverneur qui était là, dans le gouvernorat, avec le drapeau malien qui flotte sur le gouvernorat. Au moment où je partais, il y avait les préfets dans toutes les provinces, les cercles. Je l'accepte, je suis d'accord. Les sous-préfets étaient là. Les directeurs régionaux de l'eau, l'agriculture étaient là. Et on était en train de réouvrir les écoles après la libération de la ville et la présence de l'État. L'État était présent à Kidal. Je suis d'accord avec vous. Donc si l'État est présent, qu'est-ce que l'État doit faire? C'est d'abord de s'assurer que les enfants de Kidal vont à l'école comme les enfants de Bamako. Je suis d'accord avec vous. Que les Kidalois, quand ils vont au centre de santé de référence de Kidal, ils ont les réactifs, ils ont les médicaments comme à Bamako. Je suis d'accord. Donc moi, mon objectif sauf que pour ce aller que vous à Kidal, ne dites pas, c'est qu'il y avait une menace. Il y avait un risque. Non. Si. Mais je vous explique pourquoi il n'y a pas de risque. Juste après, alors pourquoi il y a eu ce qu'il y a eu? Mais je vous explique. Allez-y. Kidal, la situation était comment? Quand le président a été réélu en septembre, il a été élu en septembre. L'accord de Ouagadougou stipulait que les groupes armés gardent leur position. Donc il y avait le MNLA, le HCUA qui était à Kidal. Mais il y avait l'armée malienne aussi qui était à Kidal. Je suis d'accord. Chacun garde sa position. L'État se redéploie, gouvernorat et autres, et on reconstruit. Maintenant, il est demandé au président Ibeka d'ouvrir un processus de négociation qui a été ouvert après et qui a abouti aux accords d'Alger pour normaliser la situation. C'était ce qui est indiqué. Qui n'était pas normal. Non, je vous explique. Oui. Pour normaliser la situation du fait que les groupes étaient armés et ils sont positionnés à Kidal. D'accord. Mais nulle part dans l'accord de Ouagadougou, il n'a été dit que le Premier ministre du Mali ne peut pas aller à Kidal. Nulle part. Je suis d'accord avec vous jusque-là. Mais est-ce que vous reconnaissez qu'en ce moment, au moment où vous avez pris cette décision pour aller à Kidal, il y avait une tension latente ou pas? Non. Il n'y avait pas de tension latente. Je vous assure, il n'y avait aucune tension. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a le plus gêné dans ma visite, en réalité, et qui touche au principe même de l'État? C'est que certains groupes armés considèrent Kidal, encore aujourd'hui, comme un otage. C'est-à-dire comme la corbeille de la mariée. Eux, ils font un deal avec le Mali et Kidal est ce qu'eux, ils apportent. Et c'est ce que vous n'acceptez pas. Moi, je ne l'accepterai jamais. Jusqu'à présent. Et vous saviez que cette tension-là existait. Vous savez que cette situation-là existait. Je vous explique. Oui. Maintenant, c'est pourquoi on vous reproche le fait. C'est une question de principe. D'abord, il ne faut pas commencer à me reprocher. J'ai commencé par dire que c'est le gouvernement du Mali, en conseil des ministres, qui a décidé de m'envoyer à Kidal. Vous étiez le Premier ministre. Ouais, mais il y a un président au-dessus de moi. Même ça, bon, on ne peut pas être dans le secret du président président. au-dessus de moi. Justement, à ce niveau, est-ce que le président vous a reproché cela?
Mais jamais. Est-ce que cela a conduit à votre emplacement à la tête du gouvernement? Moi, je suis parti à Kidal. On ne vous a jamais reproché. Mais le président ne pouvait pas le reprocher puisqu'on l'a décidé ensemble. D'accord. Parce que vous voyez, moi, je suis allé à Kidal en mai. Je suis allé à Kidal en mai, je suis revenu en mai et je n'ai quitté qu'en janvier suivant, 8 mois après. Mon départ de la primature n'a strictement rien à voir. Il n'y a pas eu de pression de la communauté internationale? Je ne l'ai pas senti. Personne n'a mis de pression sur vous. Je ne l'ai pas senti. La population. Mais personne ne peut mettre de pression sur moi. Si. La seule personne qui peut mettre la pression sur moi, c'est mon chef, c'est-à-dire c'est le président de la République. Et donc c'est lui qui m'a mis en mission. Il ne m'a jamais mis de pression dessus. Et je peux vous dire, nous avons décidé que nous partions à Kidal, on l'a fait en Conseil des ministres. D'accord. Nous avons commencé par aller à Tombouctou. Et j'étais en contact avec le président pendant toute cette phase. Nous sommes allés à Kidal, en contact avec le président pendant toute cette phase. Après Kidal, nous sommes revenus à Gao, en contact avec le président pendant toute cette phase. Et quand je suis revenu, la première personne que j'ai rencontrée, c'est le chef de l'État, et c'était en direct à la télé nationale. De l'aéroport, je suis allé chez le président. Il m'a accueilli chez lui en direct à la télé, pour dire qu'il n'y avait pas l'espace d'une feuille de papier entre nous. Et pendant toute cette période, jusqu'à ce qu'il y ait l'incident malheureux des attaques du 21 mai, la perte de position de nos forces armées du 21 mai, qui est intervenu 4 jours après mon déplacement, il n'y a jamais eu de divergence entre nous. 2 mois plus tard, 4 mois, 5 ou 6 mois plus tard, il n'y en a jamais eu. Il a fallu que je quitte la primature pour que j'entende le président ici ou là dire des choses sur mon déplacement à Kidal, mais il ne l'a jamais dit à moi en face à face. Parce que tout a été décidé entre nous. Après tout ce que vous avez entendu, après tout ce que vous avez entendu du président après votre départ de la primature, vous n'avez pas changé votre façon de voir sur le président? Ça fait partie de la politique, ça. Peut-être qu'en ce moment, le président avait intérêt politiquement à me charger. D'accord. Ça fait partie de la politique. Il vous a sacrifié. Sacrifier veut dire quoi? C'est qu'à mon retour de Kidal, ils disent: Monsieur le Premier ministre, je vous vide. Pour moi, c'est ce qui s'est passé. Non, puisque moi, mon départ... D'une manière ou d'une autre, c'est ce qui s'est passé. Non, mon départ de la primature n'a rien à voir avec Kidal. D'accord, c'est ce que vous pensez peut-être que c'est... Vous m'avez pas posé de questions sur mon départ de la primature, je vous aurais répondu. Ça n'a strictement rien à voir avec Kidal. Alors pourquoi 9 mois, chef de gouvernement, juste 9 mois? Mais justement, pourquoi 9 mois? Pourquoi 9 mois? Parce que le chef de gouvernement que j'étais a une méthode de travail qui a été jugée incompatible au système que le président pensait nécessaire pour le pays. Le président vous connaissait pas? Je vous donne un exemple très précis. Il ne vous connaissait pas avant de vous nommer? Sur ces aspects, sans doute. Non, il ne vous connaissait pas. Il s'était trompé. Pas suffisamment. Je vous donne un exemple. Il vous a sous-estimé? Quand j'ai été Premier ministre, non pas sous-estimé ou surestimé, peut-être il m'a estimé autrement. Quand je suis arrivé Premier ministre, moi, j'ai souhaité que l'action du gouvernement soit mise en place dans un cadre strict de résultats à atteindre et d'évaluation. Ce que je fais ici dans mon cabinet, parce que j'estime que un gouvernement, ça doit produire des résultats. Et si les ministres ne sont pas en mesure de produire les résultats, on doit les remplacer. Aussi simple que ça. Les gens commencent à le dire aujourd'hui un peu partout en Afrique. Et ce qui fait le succès du Rwanda, c'est ça. Quand je suis arrivé, j'ai demandé à ce qu'il y ait un contrat de performance que tout ministre signe avec le Premier ministre. Ça a pris plusieurs mois parce que les ministres ne sont pas très favorables à ce genre de situation. Les gens n'aiment pas être évalués. Mais on a fini par le faire. J'ai assigné des objectifs aux ministres et je les évaluais. Et les résultats, je les donnais en conseil des ministres devant les ministres. On a fait cela 1 mois, 2 mois. Et au bout de quelque temps, le président m'a appelé et m'a dit: bon, on peut évaluer, mais il ne faut pas donner les résultats en conseil des ministres. Il faut me donner les résultats à moi-même. Et moi-même, je vais décider ce qu'il y a lieu de faire. Ça, c'est sa compréhension à lui de la gestion publique. Ce n'est pas ma compréhension. Justement, je pense que si j'ai quitté la primature, c'est essentiellement parce que mon mode de management gênait énormément de monde. Et cet énormément de monde avait plus de poids dans la galaxie du président que moi. Vous le regrettez? C'est ce qui m'a amené à partir. Je ne regrette pas mon passage à la primature parce que j'ai posé des actes qui ont été très utiles au pays et qui ont généré des revenus importants, qui ont permis de faire des économies importantes. Je suis tout à fait satisfait et moi-même, ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. Ça n'a pas pris un coup après la primature? Je ne sais pas puisque je ne me suis pas présenté à une élection depuis.
D'accord. Peut-être il faut attendre que je me présente à une élection. Moi, je n'aime pas trop parler de sondage, d'opinion, où on va dire... Et pourtant, c'est nécessaire quand vous êtes, non, il faut passer aux élections. En politique. Il faut passer aux élections. Quand je serai candidat à une élection, soit pour être maire de Bamako, où je suis candidat si on organise les élections, ou être candidat à l'élection présidentielle demain, les résultats vous permettront de savoir si je suis populaire ou pas. Donc vous ne regrettez aucune décision de votre passage à la primature? Je regrette certaines décisions. Non. Ah non, on peut pas être... Même quand j'ai été maire, j'ai été ministre, j'ai pris des décisions que je regrette. D'accord. Si on vous dit, si on vous reproche le fait, par exemple, de vouloir être plus royaliste que le roi, vous acceptez? Moi, je suis généralement loyal et je suis généralement franc, direct et je suis entier. Ça, c'est pas une mauvaise qualité. Donc, mais vous avez voulu faire plus que le président. Vous avez voulu montrer aux autres que vous êtes plus rigoureux que le président. Non, pas forcément. Vous êtes plus inquiet pour le peuple que le président. Vous savez, là où on peut dire que j'ai peut-être été plus royaliste que le roi, vous savez c'est où? Peut-être. C'est dans la défense de l'achat de l'avion présidentiel. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. On a dû vous parler de ça. On maîtrise pas trop le sujet. Quand j'ai été Premier ministre, le président a acheté l'avion présidentiel actuel. Je n'étais pas Premier ministre en ce moment quand l'avion a été acheté. Donc je n'ai pas été associé à l'achat, je n'ai été associé ni de près de lien à rien. Mais vous étiez au gouvernement? J'étais au gouvernement. Et ça n'a pas été décidé en Conseil des ministres. Ça a été décidé en dehors du Conseil des ministres. Maintenant, l'avion est arrivé au même moment où moi je devenais Premier ministre. Parce que l'avion, quand on l'achète, il y a plusieurs mois pour être livré. Moi, j'étais désigné Premier ministre le 5 avril, l'avion a été livré le 7 avril. Donc, pratiquement, les Maliens ont vu l'avion avec moi, PM. Justement. Et on s'est retrouvé en Assemblée nationale 3 semaines plus tard avec l'opposition actuelle qui a interpellé le gouvernement sur l'achat de cet avion. Moi, j'ai donné des explications. J'ai employé des tons. Vous voyez, je parle en entier. Je dis tout. Qui a pu apparaître comme si c'était mon avion à moi, plus que l'avion du président. D'ailleurs, aujourd'hui, dans l'achat de l'avion présidentiel, on parle plus de moi que du président lui-même. Donc c'est là où, quand vous avez dit, vous êtes plus royaliste que le roi, j'ai dit oui, quand j'étais Premier ministre, sur ce dossier-là, j'ai apparu plus royaliste que le roi et sans doute j'ai commis des erreurs importantes de communication. Les députés ont tenté de vous demander votre démission. Vous leur avez dit, vous leur avez dit, nulle part. Bien sûr. Voilà. Finalement, vous ne démissionner parce que votre alors prédécesseur que vous a démissionné. Êtes en action. Oui. Mais nous n'avons pas les mêmes parce que le président, pas le même concept. Parce que le président, et moi, en ce moment-là, le président allait vous sacrifier. En ce moment-là, je n'avais aucun problème avec le président. Et même si le président me peut-être que vous n'avez pas vu. Parce que peut-être vous n'avez pas vu. Vous savez, même si je l'avais vu, ce n'est pas le problème. Quand vous servez le pays, vous n'abandonnez pas le pays en rase campagne. Vous attendez qu'on vous vire. Moi, je préfère qu'on me vire plutôt que de démissionner dans certaines circonstances. Parce que même en tant que Premier ministre à mon modeste niveau, je pose des actes qui sauvent des vies, je pose des actes qui créent des emplois, je pose des actes qui génèrent des milliards. Pendant toute cette période-là, j'ai posé un acte qui est le contrôle physique des fonctionnaires. On n'en a pas beaucoup parlé. Mais le contrôle physique des fonctionnaires a permis à l'État malien d'économiser 30 milliards de francs CFA. Je ne sais pas en francs guinéens combien ça fait. Non, ça fait beaucoup d'argent. Ne demandez pas. Ça fait beaucoup d'argent. Ne demandez pas. Donc vous voyez, vous êtes Premier ministre, il y a des choses qui se passent, vous posez des actes, vous faites le bonheur de beaucoup de gens. Moi, pour ça, je reste. Le jour où le président m'a appelé pour me dire de partir, je suis parti en lui disant, quand vous m'appeliez pour me dire de venir, je n'ai rien demandé. Je n'ai jamais été candidat à un poste nominatif et je ne serai jamais candidat à un poste nominatif. Je me suffis ici dans mon bureau. Le président m'a appelé, il m'a dit, je vous propose d'être ministre. J'ai accepté, je l'ai servi loyalement. Il m'a appelé, je vous propose d'être Premier ministre. J'ai accepté, je l'ai servi loyalement jusqu'au jour où il m'a demandé de partir. Je suis parti sans faire de bruit. Et quand je suis parti, ce que la plupart des hommes politiques font, je ne l'ai pas fait. C'est de claquer la porte de la majorité, c'est d'être dans l'opposition. Moi, ma dignité ne m'incline pas à ça. Je suis resté dans la majorité 3 ans. Pouvez-vous vous considérer aujourd'hui comme étant le meilleur Premier ministre d'Ibeka? Ça, c'est plutôt aux Maliens de juger. Non, vous, je vous le demande. Très sincèrement, quand vous observez... je ne me considère jamais comme ayant été ni le meilleur maire de l'histoire du pays. Je vous laisse, les premiers ministres. 6 premiers ministres, je pense. Il y a eu 6 premiers ministres. Est-ce que vous êtes le meilleur Premier ministre? Très sincèrement. En si peu de temps. On ne m'a jamais posé ce type de questions. Maintenant, je vous la pose. Je pose des questions que je ne répondrai pas. Comment vous voulez je vous pose que quelqu'un dise parce que vous avez dit. Non. Oui, vous l'avez dit autrement. Peut-être vous ne voulez pas dire. Je ne me suis jamais comparé à mes prédécesseurs ni à mes successeurs. J'ai pas dit que vous vous êtes comparé. Vous avez posé des actions. Vous nous avez fait remarquer que vous avez posé des actions. Mais justement, de par ces actions-là, est-ce qu'aujourd'hui, ça mériterait qu'on vous appelle, que vous soyez, que vous-même vous soyez le maire? Non, je ne voulez pas, par modestie. Jamais à cette question.
On me l'a jamais posé d'ailleurs, mais je ne répondrai jamais à cette question. Comment vous voulez qu'un homme politique dise j'ai été le meilleur? Mais c'est ce que vous dites tous les jours. Je ne le dis jamais. Dans les campagnes. Jamais. Les hommes politiques, c'est ce que vous dites. Alors vous devez apprendre encore en politique. Non, dans les campagnes, on dit j'ai le meilleur programme. Ah, c'est pas tout le temps. Non, moi c'est ce que je dis. J'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai été le meilleur à faire ceci. C'est le discours des hommes politiques. On fait campagne pour l'avenir, on ne fait pas campagne pour le passé. D'accord, Monsieur le Président. Il faut laisser les citoyens apprécier les leaders politiques. Si vous voulez qu'on écoute sur vos discours politiques, peut-être un jour ça viendra et on va le dire. Le jour où vous allez dire cela, moi je ne m'apprécierai pas, surtout comparé à Si Ibeka vous rappelle aujourd'hui. Non, Ibeka ne me rappellera pas non, aujourd'hui. s'il le fait, on ne sait jamais. Vous ne saviez pas qu'il allait vous virer en ce moment-là. Je ne suis ni de la majorité ni de l'opposition. Mais s'il vous rappelle aujourd'hui parce que vous avez été rigoureux. Il n'y a aucune raison que Ibeka m'appelle aujourd'hui. S'il le fait. Il ne le verra pas. Non, attendez, mais vous n'êtes pas Ibeka, vous l'avez dit, vous n'êtes pas dans sa tête. Laissez-moi libre de mes réponses quand même. Non, mais je vous demande s'il le fait. Parce que là, vous répondez à la place d'Ibeka. Là, je vous pose la question. S'il vous appelle. Les conditions politiques, socio-économiques ne sont pas réunies pour que je sois Premier ministre de Ibeka. C'est pas possible. S'il le fait, il ne le fera pas. Vous savez, il y a des absurdités en politique, on ne sait pas certaines choses pourquoi on les fait. Il y a des absurdités en politique, mais il y a des absurdités qui ne seront même pas présentes en politique. S'il le fait, vous n'avez pas de réponse. Il ne le fera parce pas. que vous ne savez pas comment vous allez vous comporter. Je vous assure qu'il ne le fera pas. Mais s'il le fait, Président, s'il le fait. Je connais l'environnement, je connais Ibeka un peu. Je connais les conditions sociopolitiques. Moi, j'ai demandé au président Ibeka. Et si vous me donnez votre réponse, s'il le fait, s'il arrive, mais c'est ça ma réponse. Non, ma réponse n'est pas forcément qu'est-ce que je ferai. Vous avez dit qu'il ne le fera pas. Mais vous n'êtes pas sûr qu'il ne le fera pas parce que vous n'êtes pas Ibeka. Je vous assure que ça se fera pas. Le jour où ça se fera, vous viendrez. Moi, je vous ferai un cadeau qui sera aussi gros qu'un éléphant. Un éléphant de le jour, il va vous appeler dans le gouvernement. Moi, je ne serai pas ministre du gouvernement de Ibeka. Je ne serai pas ministre du gouvernement. Vous n'allez plus travailler pour Ibeka. Sous les ordres Non, Ibeka. pas forcément. Aujourd'hui, moi, je peux travailler pour Ibeka sous une autre manière que d'être ministre ou que d'être Premier ministre. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que vous ne serez plus dans l'exécutif. Ce qu'il faut aujourd'hui, c'est que Ibeka et Soumaïla Cissé s'entendent sur un nouvel ordre politique. Moi, j'ai proposé à Ibeka de nommer Soumaïla Cissé Premier ministre. Très sincèrement. Vous savez que c'est pas possible. Très sincèrement. Ben voilà, vous êtes en train, vous, de dire quelque chose que j'ai dit tout à l'heure. Très sincèrement. C'est ce qu'il faut pour notre pays. S'il ne le fait pas, au moins qu'il s'entende sur un Premier ministre. Peut-être que s'il s'entende sur Moussa Mara comme Premier ministre, je peux regarder la requête. Peut-être. Ah, si Ibeka et Soumaïla s'entendent. Là, c'est la République qui décide de vous. Un gouvernement, voilà. Parce que ça vient avec beaucoup plus d'honneur. De mission pour redresser le pays, je peux peut-être regarder. Mais je ne suis candidat à rien, encore une fois. Vous savez, ça c'est la rhétorique politique, Monsieur le Président. Ça arrive, tous les politiques le disent. Très sincèrement, je n'ai besoin de rien. Vous savez, je officiellement. Sais, vous avez cette fierté. Je vous dis, ce n'est pas une question de fierté, c'est aussi une question de logique. C'est aussi simplement une question de logique. On vous comprend. Non, je vous explique. Vous allez comprendre. Je suis comptable. On a compris, Monsieur le Président. Non, vous allez comprendre. Je vais vous dire quelque chose qui va vous étonner. On n'a pas compris. Moi, en tant qu'expert comptable, je gagne 4 fois plus qu'un Premier ministre. Vous manquez de rien. Donc ce n'est pas une question de fierté. Vous savez que ce n'est pas une certaine... C'est aussi une question financière. Je vous dis, mais vous, au gouvernement, ce n'est pas une question financière. Le gouvernement a trouvé, vous étiez déjà... Le gouvernement a trouvé, vous êtes déjà riche. Mais le pouvoir politique, Monsieur le Premier ministre, c'est qu'un décret peut changer, votre fortune ne peut pas changer ça. Vous le savez? Oui. Ben voilà. Donc c'est pourquoi aujourd'hui il est important pour vous d'être dans le gouvernement. Oui, mais. Le mais, c'est quoi? D'abord, je ne suis pas indispensable. De deux, le président a beaucoup de profils pour désigner. Le Premier ministre actuel, Boubou d'ailleurs, il s'est débrouillé pas mal. Moi, la seule condition, je vous le dis très clairement, la seule condition pour que je puisse éventuellement exercer une mission de ministre ou de Premier ministre, c'est que ça se fasse dans un contexte exceptionnel. Exceptionnel. Une transition, par exemple. De sauvetage du pays. Les transitions, ça sous-entend que nous sommes dans une crise institutionnelle. Il faut éviter les crises institutionnelles. Le président est dans son deuxième mandat. Faisons tout pour qu'il puisse terminer ce deuxième mandat. D'accord. Monsieur Moussa Mara, vous êtes fier de vous? Next step. Next step. Pas d'autres questions? Si, la dernière, et c'est le dernier sujet justement sur le franc CFA. J'ai envie de vous poser la question. Est-ce un remplacement ou une réforme du franc CFA? Ce qu'on appelle la monnaie éco. Pour moi, c'est un remplacement et une réforme. C'est d'abord un remplacement en termes de nom. Vous savez, en matière monétaire comme politique ou dans d'autres domaines, le symbole est très important. Le franc CFA, c'est 75 ans. Nous tous, nous sommes nés, nous avons trouvé le franc CFA en grandi. Ça fait 74 ans, en 2019. Ça fait 75 ans, 74, 75 ans. Et nous changeons de nom pour la première fois. Nous allons vers une monnaie que nous voulons ouest-africaine à terme. C'est-à-dire l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Pas aujourd'hui,
mais demain. Et le sommet de la CEDEAO d'avant-hier a compris le changement historique qui se passait dans l'UEMOA en disant le franc CFA va être réformé, remplacé par l'éco. Vous allez garder la parité fixe, ok, mais vous allez rompre les liens avec la France, en tout cas la plupart des liens. Et le lien le plus emblématique, c'était le compte d'opération et le dépôt de nos réserves dans ce compte. On a dit on arrête. C'est quand même une réforme fondamentale. C'est une bonne réforme, ça va dans le bon sens. Peut-être ce n'est pas aussi osé que beaucoup voudraient, mais ça va dans le bon sens. Vous défendez donc la monnaie. Il faut que nous ayons une seule monnaie en Afrique. En français facile, si vous trouvez cette dame au marché qui vend des condiments, vous lui expliquerez comment cette nouvelle monnaie, quand ça arrivera sur le marché. C'est qu'elle va avoir une monnaie à nous, qui ne sera pas une monnaie coloniale, et qui aura la même valeur que l'ancienne monnaie. Donc elle changera, elle ne perdra pas au change. Qu'est-ce que vous allez lui expliquer pour qu'elle comprenne? Elle vous demande pourquoi ce changement de monnaie. Elle va vous allez lui dire quoi? Mais parce que nous voulons avoir notre monnaie à nous d'abord. Il faut qu'on le comprenne. Et comment vous lui expliquez cette fierté d'avoir notre monnaie à nous? Mais elle a sa maison, ça servira à quoi? Elle ne vit pas chez quelqu'un d'autre. D'accord. Donc elle va comprendre ça. Elle va dire nous sommes un pays indépendant. Nous avons notre président à nous. Nous avons notre premier ministre. Nous voulons avoir notre argent à nous. Et l'avoir dans les conditions où elle ne perdra pas en pouvoir d'achat. Ça aussi, c'est important. Les futurs billets éco seront toujours imprimés là où les francs CFA sont imprimés. Je pense qu'il faudra qu'on fasse en sorte que les billets éco soient imprimés en Afrique. Il y a beaucoup de pays en Afrique qui impriment leurs billets en Afrique. Ce qui n'est pas fait encore. Ben, pour l'instant, il n'y a pas de billets éco. Il faut me rassurer. Hein. Vous êtes en avance. Ça viendra. Vous savez que je ne suis pas en avance, monsieur le Président. Vous savez que c'est planifié. Et d'ici que ça vienne, il faut que nos autorités travaillent pour que ça soit imprimé. Certains ont passé d'un renouvellement du contrat de 75 ans, parce qu'à la création du franc CFA en 45, on avait dit que c'est un contrat de 75 ans. 5 à 2020, ça va faire 75 ans. Vous êtes sûr que vous avez vu dans cet accord que c'est un contrat de 75 ans? Faites attention. Moi, je peux vous assurer. C'est pas vrai? Que dans la ce n'est pas un contrat de 75 ans. Ce n'est pas du tout un contrat de 75 ans. Il y a eu plusieurs évolutions de ces accords d'ailleurs. Parce qu'au moment où on créait le franc CFA, figurez-vous, on était des colonies. C'était le franc des colonies. Justement. Quand nous sommes devenus indépendants, il y a eu un changement de nom. La Banque centrale était en France. La BCEAO n'est venue à Dakar qu'en 73-74. Même au moment des indépendances, on avait la Banque centrale en France avec un Français qui la dirigeait. Le premier Africain qui a dirigé la Banque centrale, c'était Ablaye Fadiga, ivoirien. Oui. C'était dans les années 70. Donc il y a eu des changements. Hein. Rassurez-vous. Pour moi, ça, c'est un changement historique. D'accord. C'est un changement qui n'est pas aussi osé que veulent les populistes. Ah, les populistes. Oui, ça, je vous rassure. C'est un changement dans la continuité. Les questions monétaires sont aussi des questions sensibles. Évitons que demain, on n'aille pas payer nos baguettes de pain avec un sac rempli de billets. Et les pays qui ont leur propre monnaie, comme la Guinée, le Nigeria par exemple. Mais justement, l'éco, la Guinée fait partie de l'éco. Demain, l'éco, on va dire le franc CFA éco. Le Nigeria, c'est beaucoup plus difficile. Ça viendra plus tard. Ils sont réticents. Mais déjà, nous devrons commencer. La Gambie aussi. Nous devrons commencer avec des pays proches comme la Guinée, qui est au moins un pays francophone. Non, les pays que vous considérez comme faibles. Non, qui sont... Mais vous savez que la Guinée, depuis quelque temps, pense progressivement à venir dans la zone franc. Vous êtes en train d'attraper les plus faibles du groupe pour les ramener et donner une force à l'argument. C'est comme ça que l'euro a été mis en place. Le Nigeria, ça c'est comme ça que l'euro a été mis en place. Mais moi, je vous rassure, je suis en train de rédiger un article que je vais vous envoyer. L'avenir de l'Afrique de l'Ouest, c'est la CEDEAO. D'accord. Et cet avenir, on en doute beaucoup. Malheureusement. Cet avenir, on ne peut le construire qu'avec un Nigeria leader. Mais aujourd'hui, le Nigeria n'est pas prêt. Le Nigeria est trop centré sur lui-même. Il faut que le Nigeria ait un Kwame Nkrumah. Un leader qui voit le Nigeria comme une locomotive d'Afrique de l'Ouest. Et dans l'avantage du Nigeria d'ailleurs. Donc nous, d'ici là, nous allons commencer à nous agrandir progressivement. Donc les leaders nigérians ne sont pas visionnaires. En prenant le Ghana, en prenant la Gambie, la Sierra Leone, en faisant un ensemble fort, et maintenant en allant avec le Nigeria. Pour moi, c'est cet avenir que je vois. Peut-être. Nos pays individuellement, on ne peut pas s'en sortir. Comme les populistes le disent.
Voilà, il faut éviter les populistes. C'est la fin de cette émission, M. Moussa Mara, je dois interrompre. Vous m'avez accordé 25 minutes, je pense qu'on en a largement dépassé. J'ai beaucoup apprécié. Mais en tout cas, vous avez encore 30 secondes. Là, je ne dois pas vous interrompre. Peut-être qu'il y a un sujet qu'on n'a pas suffisamment évoqué ou un message à faire passer. Non, on a tout. Regardez la très caméra, sincèrement. c'est le moment de la carte blanche. Notre pays, le Mali, d'abord, est un peu à la croisée des chemins. Il faut que notre président le comprenne et qu'il fasse des efforts politiques et des concessions politiques dans cette optique. Les choses sont politiques, c'est politiquement qu'on doit les régler d'abord. Le deuxième élément, c'est on vient de parler d'un sujet stratégique pour nos pays. Moi, je vois les États-Unis d'Afrique de l'Ouest. Les États-Unis d'Afrique de l'Ouest, ça commence économiquement, comme l'Union européenne. Ça commence sur le plan monétaire. Et progressivement, on s'élargit, progressivement, on se renforce. Mais on a besoin de leadership qui voit cela. Et notamment au Nigeria. Dans nos pays, mais notamment au Nigeria. J'espère que cela sera le cas à moyen terme et que peut-être une nouvelle génération de leaders au Nigeria et ailleurs pourront nous conduire dans cette direction. En tout cas, je vous remercie, je vous félicite, je vous encourage et je continuerai dorénavant à suivre droit dans les yeux de votre chaîne. Bon vent et bon courage. Merci, M. Moussa Mara, président du parti LMA, ancien Premier ministre de la République du Mali. Il était notre invité droit dans les yeux. Derrière les caméras, il y avait Amara Alexilla et Mohamed Ali Ouba. Alassane Diallo a assuré le montage et la réalisation. Tout de suite sur Espace TV, vous suivrez la matinale, bien sûr. Lève tôt, voilà, c'est le nom de la matinale, Lève tôt. On se retrouve dans un autre numéro. Au revoir.